Voilà, la rubrique économie sur Actu Matin. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin, nous allons parler des 4 ans de gestion du pouvoir d'État par le président Patrice Talon. Le bilan dans le secteur de l'économie. Les finances publiques se portent-elles mieux? C'est la question que nous poserons à notre invité, Dr Ila Sina, conseiller du ministre de l'économie et des finances au suivi des réformes. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Adan Dedjan. Voilà, bienvenue. Clément. L'homme était venu, je parle bien de Patrice Talon, avec un programme vaste de relance de l'économie nationale avec comme engagement l'assainissement des finances publiques. Grâce aux réformes engagées, les fruits semblent tenir la promesse des fleurs, même si certains observateurs notent quelques imperfections. Après 4 ans de gouvernance, des avancées notables en ce qui concerne les finances publiques, en témoignent les différents budgets de l'État, mais aussi le boom au niveau des régies de l'État, la présence du Bénin sur le marché des titres, je veux parler donc des emprunts obligataires et sur le marché financier international, avec ces efforts de mobilisation des ressources internes, quels sont les impacts sur la vie des populations, mais aussi sur la vie des entreprises et quel avenir pour le secteur privé pour répondre représentant d'un acteur important de ces réformes. Je vais parler du ministre de l'économie et des finances, Dr Ilias Sina. Vous êtes le conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Clément. Merci de me recevoir sur votre plateau ce matin. D'accord. Alors, ce qui frappe dans tout ce que je viens de décrire, c'est d'abord la croissance économique de 2016 à aujourd'hui. On tend, disons, pratiquement déjà vers 7%. Est-ce que cet indicateur suffit-il pour parler d'une économie qui se porte mieux ou qui se porte bien? C'est vrai que les économistes, pour parler de la santé économique d'un pays, ne postulent pas seulement sur la croissance économique, ils postulent sur plusieurs agrégats, dont par exemple le taux d'inflation, également le PIB, et puis, si on le veut, le déficit budgétaire. Mais l'élément essentiel d'abord, c'est le taux de croissance, parce que le taux de croissance, c'est simplement ce chiffre-là qui traduit l'évolution de la richesse produite à l'intérieur d'un pays. En 2016, le PIB, c'est-à-dire en valeur chiffrée, le total de richesse produite au Bénin en 2016, nous étions autour de 6 900 milliards. Actuellement, à fin 2019, nous postulons à peu près à 7 000 milliards. Quand on analyse bien, nous avons eu une croissance un peu autour de 7%, c'est-à-dire pour 100 francs investis chaque année, nous avons une valeur ajoutée de 7 francs. Donc c'est ce chiffre qui indique déjà qu'il y a une croissance économique, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ce chiffre, il faut se demander est-ce que la vie est chère dans le pays. Au niveau de l'UEMOA, la norme, c'est autour de 3%. Il faut dire actuellement que le taux d'inflation au Bénin est de 1%. Ça veut dire quoi? C'est que les produits qui ont connu de surenchère, en moyenne, la croissance de l'enchérissement se situe autour de 1%. C'est à peine on peut le constater parce que les produits de base qui sont pris en compte, quand vous prenez par exemple le pain, vous prenez le riz, vous prenez l'huile, qui sont des produits de base consommés par nos populations. Depuis 2016 à ce jour, les prix sont restés presque invariables. Il faut aussi se demander si nous faisons tout cela en nous endettant. Justement. À ce niveau, il faut prendre en compte, par exemple, le déficit budgétaire. Actuellement, le déficit budgétaire du Bénin tourne autour de 1,8%. Donc, ça veut dire quoi? Nous, c'est vrai que nous dépensons peut-être plus que
nous façon de recettes, mais l'augmentation tourne autour de 1,8%, alors que la norme au niveau de l'UEMOA se situe au niveau de 8%. Justement, avant de revenir sur le déficit budgétaire, Christian en parlait tout à l'heure déjà, nous allons parler donc des comptes publics. Comment peut-on ressentir la croissance que vous expliquez maintenant en ce qui compte au niveau des régies de l'État depuis 2016 à aujourd'hui, 4 ans pratiquement? Oui, au niveau des régies de l'État, cela s'observe aisément. Par exemple, quand vous prenez les recettes intérieures, notamment la Direction générale des impôts, nous étions en 2016 autour de 352 milliards comme recettes. À fin 2019, nous étions à peu près autour de 530 milliards. Donc ça veut dire quoi? Les recettes intérieures, les recettes fiscales se sont presque multipliées par 2. Quand vous allez par exemple à la fiscalité de porte au niveau de l'administration des douanes, nous étions à 304 milliards, j'allais dire. À fin 2019, nous avons enregistré 384 milliards, soit une augmentation de 20%. Les recettes non fiscales, qui étaient très faibles, c'est-à-dire autour de 50 milliards au niveau de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, sont passées à 130 milliards. Et nous avons même créé une nouvelle régie qui est l'Agence nationale du domaine et du foncier, anciennement DDET, dont les performances étaient très négligeables. Nous l'avons opérationnalisé à partir de 2016, ce qui nous permet de faire des recettes de l'ordre de 10 milliards. Donc il faut dire qu'au niveau des recettes, ces croissances s'observent aisément, et c'est sans nul doute du fait des réformes mises en œuvre pour pouvoir maîtriser véritablement la captation des recettes. Ce n'est pas comme s'il y a eu une opération nationale spéciale pour poncer plus. Non, on n'a pas augmenté les taxes, mais on a plutôt augmenté les capacités de nos régies à pouvoir capter des ressources qui leur échappaient par le passé. Justement, dans l'opinion, certains parlent d'une certaine pression fiscale qui s'observe. Avec les chiffres que vous avancez, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, le Bénin connaît une certaine pression fiscale? Pas du tout. On ne peut pas parler de pression fiscale parce que dans la loi de finances actuellement en œuvre, c'était la loi de finances 2020, vous imaginez que le gouvernement a supprimé 11 impôts sans augmenter le taux d'impôt. Mais les mécanismes qui ont été mis en place, c'est de pouvoir capter des ressources, des gens qui devraient payer des impôts par le passé qui n'en payaient pas. Je vais prendre simplement l'exemple de la TVA, qui est un impôt que le secteur privé collecte, mais ce n'est pas reversé. C'est pas reversé, alors que c'est pas eux, c'est pas pour eux, c'est le consommateur final qui le paie. Mais quand vous collectez auprès du consommateur final, vous devez aller reverser au niveau de la Direction générale des impôts. Vous ne reversez pas. Des mécanismes ont été mis en place, notamment les machines de facturation électronique certifiées qui permettent maintenant de suivre et de pouvoir véritablement collecter ces ressources qui échappaient à l'État par le passé. Nous avons aujourd'hui un répertoire de toutes les entreprises formelles qui exercent en République du Bénin et qui sont suivies par nos centres des impôts. Et ces entreprises qui échappaient aux mailles de l'État par le passé, aujourd'hui n'échappent pas. Donc ça veut dire que la pression fiscale, dans beaucoup de pays, il est recommandé d'aller jusqu'à 20%. Nous sommes encore en dessous de 14% au Bénin. Donc la pression fiscale n'est pas vraiment forte, mais le gouvernement s'emploie à capter des ressources qui lui échappaient par le passé. Monsieur Sinan, j'ai l'impression que vous vous réjouissez donc de l'amélioration de la capacité de l'État depuis ces 3-4 dernières années à mobiliser des ressources internes. Est-ce que aujourd'hui, avec précision, on peut dire que ces mobilisations ont, un impact sur les dépenses publiques?
Bon, moi, je suis sur la scène et je l'observe et je peux vous dire qu'en matière de dépenses publiques, il faut être assuré de ce que les ressources engrangées sont très bien gérées, sont tellement bien gérées aujourd'hui qu'elles permettent encore de faire plus d'économies ou d'augmenter le niveau de recettes. Je vais vous donner juste quelques exemples. Vous imaginez par exemple que les réformes intervenues au niveau de la maîtrise, au niveau par exemple de la maîtrise du paiement des voyages officiels avec la création de la cellule des voyages officiels, ces réformes nous ont permis de faire une économie de plus de 10 milliards. Au niveau de la maîtrise de la masse salariale, en 2016, nous étions à un ratio PIB, masse salariale sur PIB, nous étions à un ratio de 47%. Aujourd'hui, nous tournons autour de 40%. Vous savez qu'en 2016, quand le gouvernement s'est installé, l'une des premières mesures, c'est de suspendre toutes les ressources parallèles, les paiements parallèles qui étaient faits au niveau de l'administration publique, notamment des indemnités payées sur des commissions, alors même que les fonctionnaires sont recrutés et reçoivent leur salaire sur cette base. Il y avait des commissions qui sont créées par-ci et par-là pour encore les rémunérer sur des activités exécutées régulièrement. Mais le gouvernement a suspendu ça. Ça nous a permis de faire des économies vraiment démentielles de plus de 50 milliards. Donc, ces économies qui ont été faites ont été une fois encore réinvestis au niveau social. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement a vraiment augmenté la fourniture au niveau des cantines scolaires. Nous avons plus de 20 000 enfants qui reçoivent chaque jour un repas chaud, au moins dans nos établissements. C'est très important quand nous savons le niveau de pauvreté de notre pays. Et bien au-delà, même les entreprises sont également assistées. Nous avons par exemple un maillage aujourd'hui à la fibre optique au niveau de toute l'étendue du territoire national. Je ne veux pas parler des projets d'asphalte qui sont réalisés ça et là. C'est grâce aux recettes engrangées, c'est grâce aux économies d'échelle qui ont été faites que ces investissements sont financés. Vous parlez d'une croissance accélérée qui visiblement se ressent sur le terrain avec le social, mais par contre d'autres pensent qu'il y a toujours que la croissance économique dont vous parlez n'est pas inclusive. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, il faut dire que des théories économiques le témoignent. Pour l'observer à l'échelle nationale auprès de toutes les populations, il faut que nous puissions maintenir ce cap. Pas forcément de passer à deux chiffres, mais si on arrive à maintenir par exemple une croissance de 7% encore sur 3 ans, sur 4 ans, il n'y a rien à faire. Tout le monde va le constater. Mais actuellement, pour pouvoir le constater, il faut l'observer avec les exemples que j'ai donnés. Hier, on n'avait pas ce niveau de couverture pour ce qui concerne les cantines scolaires. Aujourd'hui, nous l'avons. Hier, on n'avait pas le projet H, assurance généralisée pour les gens qui sont dans l'informel. Aujourd'hui, nous l'avons. Et ce sont ces économies qui permettent de le financer. D'accord. Monsieur Sinan Ilyas, je rappelle que vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances au suivi des réformes. Merci pour toutes ces explications. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'autres détails à nous donner. Peut-être qu'on va trouver les moyens avec Christian pour vous faire revenir sur ce sujet. Voilà, le temps est complètement parti.